on va répondre à Anne-Marie qui nous dit « Bonjour Rim, je fais du kéfir et voudrais savoir s'il reste beaucoup de sucre lors de la consommation. » Alors, est-ce que vous avez déjà vu des grains de kéfir avant qu'ils soient fermentés? Non, je savais pas que ça ressemblait à ça pour être Voilà, très vous honnête. voyez, je le mets devant ma veste, comme ça vous le voyez bien. Donc ce sont des petits grains blancs, translucides, ça ressemblerait presque un petit peu à de la neige. Et ça peut servir... Ah, de la neige ou autre chose. Non, on est d'accord. Du gros sel. Du gros sel. Voilà, on va dire ça exactement. Donc ils peuvent servir soit à faire du kéfir de lait, là c'est assez simple, on va les ajouter à du lait, on va attendre le temps de la fermentation, mais aussi à faire du kéfir de fruits. Et c'est ça dont nous parle Anne-Marie, c'est une boisson gazeuse fermentée. Et regardez, nous avions filmé la recette chez Nicolas Pradignac, qui est fabricant. Dans la recette, le plus important, c'est d'utiliser des grains de kéfir. Donc en fait, c'est un petit amas de levures et bactéries qui viennent fermenter les sucres qu'on lui donne. Donc les sucres, ça peut être à la fois les figues et là le sucre en poudre qu'on met. Ensuite, on a du citron pour donner une petite acidité et aussi aider les grains à fermenter. Et c'est tout ce qu'il y a dans la recette du kéfir. Entre 24 et 48 heures, les grains vont fermenter et ça va donner ce côté effervescent. Alors vous avez vu, c'est pas très compliqué comme recette, il faut juste un peu de temps et de la patience. Et si vous voulez vous y mettre, eh bien vous trouvez plein de recettes sur Internet, en vidéo et sur des blogs, parce que le kéfir est assez tendance. Encore faut-il savoir se procurer ces petites graines de kéfir. Et fut un temps, c'était assez compliqué. Ouais, effectivement, c'est pas si facile. Alors souvent, c'est donné de main à main. Par exemple, si moi je décide de faire du kéfir, après je vais en donner un peu à Jimmy. Il y a même des groupes sur Internet pour en gros récupérer des grains de kéfir. Et heureusement, comme vous disiez, aujourd'hui, on en trouve chez certains commerçants spécialisés dans les magasins bio ou en ligne. Alors, pour répondre à Anne-Marie, est-ce que le kéfir, c'est sucré ou pas? Eh bien, qu'Anne-Marie se rassure, ça n'est pas si sucré que ça. Alors certes, on l'a vu dans la recette, le sucre est nécessaire puisqu'on utilise 2 ou 3 cuillères de sucre complet. Il y a aussi le sucre des figues séchées. Mais Alexandra Retion, qui est nutritionniste, m'expliquait qu'au final, la quasi-totalité de ces sucres disparaissent lors de la fermentation. Et c'est pour ça, exactement, c'est consommé par les bactéries. Donc c'est pour ça que le goût est assez peu sucré. Et plus la fermentation est longue, et moins vous aurez de sucre. Donc en général, regardez, on vous l'a mis ici, pour 100 millilitres, eh bien on considère qu'il y a 4 grammes de sucre. Pour un cola ou un jus, on est à 10 grammes. Donc c'est vraiment beaucoup moins sucré, donc c'est plutôt intéressant. Tout à fait. Et puis ça a quel goût? C'est bon le kéfir? Eh bien, on va goûter, ça vous dit? Allez, est-ce que vous voulez kéfir de fruits ou kéfir de lait? Fruits pour vous. Lait. Eh ben, on va goûter parce qu'il existe aussi ces boissons qu'on trouve dans le commerce, mais qui sont quand même assez chères. Alors, donc l'idée, oui, c'est peut-être de le faire aussi maison. Il faut un peu de temps. Oui, alors ce que je vous ai montré... Donnez-moi la bouteille, je vais boire au goulot. Ça marche, allez, tenez. Ça coûte une quinzaine d'euros, mais l'avantage avec le kéfir, c'est que vous le faites, ça crée d'autres grains et ainsi de suite. Ah bah c'est pas mal, non? Oui, ça manque un peu de sucre. C'est l'idée. Il n'y a pas trop de sucre. Mais c'est pas mal. Moi, je trouve qu'au goût, c'est pas extraordinaire. Mais comme je sais que c'est une bonne boisson avec des probiotiques, eh ben, je me dis que c'est pas mal le kéfir. Parce que je dis que c'est une bonne boisson. Christophe, vous faites la grimace? Ouais. Le lait? Déjà, j'aime pas trop celui-là aux fruits parce que je trouve que justement, ça manque de sucre, ça. Alors, le lait. Non. On a l'impression que c'est une crème qui a été mal conservée pendant longtemps. Mais on aime ou on déteste souvent le kéfir. Moi, j'aime bien. Mais... c'est pas mal. Si, Christophe, vous êtes un peu difficile aujourd'hui, non? Mais pas du tout. Bon, moi, je trouve ça très bon. J'aime bien, j'aime bien. Mais je vous en prie. Et puis, comme vous disiez, il y a des probiotiques. Et ça pourrait aider à la digestion et faire du bien au ventre. Rim, comment on fait pour vous écrire? Alors, Rim, vous avez le QR code. Vous savez, tous les jours, vous pouvez vous filmer et me poser une question. rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Et même dans le lait, il n'y a pas beaucoup de parce que sucre, d'habitude, le lait, il y a du lactose, donc il y a du sucre. Et là, il n'y a que 3,8 grammes au 100 millilitres, donc c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Rim. Ils sont gênants, mais absolument nécessaires. On vous parle aujourd'hui des PEI. On en produit chaque jour entre 13 et 21 et c'est un signe de bonne santé digestive. Alors, pourquoi pète-t-on? Quels sont les aliments qui favorisent les flatulences? Et puis, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que ça peut être le signe d'une maladie plus grave? On répond à toutes ces questions sans tabou. Ravi d'accueillir le docteur Jean-Jacques Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne, ça se trouve à Bobigny, c'est la PHP. On a reçu plein de questions pour vous. Vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 et avec le hashtag Santé F5. Alors, Jean-Jacques Reynaud, si vous êtes d'accord, on commence d'emblée avec cette première question de Blandine. Quelle est la moyenne de PEI par jour et à partir de combien faut-il s'inquiéter? Alors,
La moyenne, c'est entre 8 et 12 ou 13, et on s'inquiète à partir de 20. Au-delà de 20. Au-delà de 20, on doit se poser des questions. Mais se poser des questions ne veut pas dire s'inquiéter. Se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas une alimentation qui fait que je produis trop de gaz? C'est tout. Ce n'est pas un signe de maladie. Et donc, un cas, aller voir le médecin en disant, j'ai 20 flatulences par jour, que faire docteur? Il va vous répondre, mangez différemment. D'accord. Donc, Comptez ses flatulences déjà. oui, c'est vrai que c'est un À premier partir exercice. de demain, vous... Mais, faisons un petit tour de table. Alors, autour de la table, vous êtes à combien? Entre 5 et 10? 10 et 15? Généralement, quand on les compte, c'est qu'on en a trop. Quand on les compte pas, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. C'est aussi un bon signal. Alors, un gaz, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on pète d'ailleurs? On pète pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a du gaz qui rentre par la bouche, il y a du gaz qui est produit par le tube digestif pour digérer, plus de 15 litres, qui ensuite été réabsorbé. Et il y a des gaz qui sont produits par le côlon, par fermentation. Donc il y a de multiples origines de gaz. Il y a 5-6 gaz qui circulent à l'intérieur du côlon. On va les voir juste après, mais la fermentation, ça veut dire quoi? Que quand on mange un aliment, qu'est-ce qui se passe? La fermentation, normalement, quand vous mangez un aliment, il passe dans l'intestin du dessus, qui est l'intestin grêle, il est absorbé, il n'arrive pas dans le côlon. Mais quelquefois, des personnes n'arrivent pas à absorber ces aliments qui arrivent de manière inappropriée dans le côlon. Et là, quand ils arrivent dans le côlon, ils tombent sur plein de bactéries qui vont les dégrader, les fermenter. On parlait des gaz et justement, et notamment de ce qui compose un PET. Est-ce que vous pouvez nous montrer au tableau justement les je vais passer gaz au qui sont tableau. présents? Et puis qu'est-ce qui est responsable de la mauvaise odeur aussi? Parce que bon, le gaz... Alors, en réalité, vous avez différents types de gaz. Vous avez d'abord l'azote, qui est généralement majoritaire, qui rentre lorsque vous avalez la salive, lorsque vous buvez. Il y a à peu près 3-4 litres d'azote qui peut rentrer. L'oxygène, de la même manière. Le dioxyde de carbone, il sert à diminuer l'acidité gastrique qui est sécrétée par l'intestin. Le méthane, il y a un tiers des personnes qui ont une flore intestinale qui va produire du méthane, ce qui pourrait être dangereux, c'est en grande quantité comme les vaches, parce qu'on pourrait entraîner une explosion. Nous, on le sait, quand on fait des coloscopies, quand on fait des étincelles à l'intérieur du côlon, il y avait des préparations qu'on n'utilise plus parce qu'il y a un risque d'explosion. L'hydrogène, c'est ce qui est fermenté habituellement par le sucre lorsqu'il arrive de manière inappropriée dans le côlon et qui n'est pas été absorbé au niveau de l'intestin grêle, comme le lait. Une personne qui a une intolérance au lactose, il va mettre du lactose dans le côlon et ça va produire beaucoup d'hydrogène. Et le soufre, alors c'est ça qui sent très mauvais. Ça sent très mauvais parce qu'on a une flore particulière et surtout on mange des choses qui vont produire du H2S. Et cet H2S, il vient particulièrement avec des flageolets, du chou, mais aussi de l'oignon, des condiments et même de la viande, puisque les protéines peuvent augmenter cette production d'H2S. Donc ça, c'est pour les odeurs, mais il y a aussi la question du bruit. Pourquoi est-ce que ça fait du bruit quand on pète? Alors, ça fait du bruit quand on pète, parce que lorsqu'on pète, il y a deux choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire, il y a la poussée du ventre et comment est-ce qu'on serre le sphincter. Et donc, en fonction de la manière dont on veut pousser pour faire sortir rapidement et qu'on serre, on va faire beaucoup de bruit. Par contre, si on ne pousse pas beaucoup et si on relâche lentement, il n'y aura pas de bruit. Il y a des pétomanes, Joseph Pujol, qui arrivaient à faire la Marseillaise au clair de la lune, à éteindre des bougies. Il y a Misou Misou, ça c'était sur Canal+ à l'époque. Donc, en fonction de la manière de pousser et de serrer, on peut faire des bruits plus ou moins agréables ou incongrus. Et Joseph Pujol, on l'a justement, ce célèbre pétomane du siècle dernier qui exerçait, qui performait notamment au Moulin Rouge. Et donc, on a des images là à vous montrer. C'est rien que pour vous, Jean-Jacques Reynaud, parce que vous nous avez appelé ces images. Il y a une position un peu particulière, et lui, il avait la particularité, son aperçu dans l'enfance, de pouvoir faire rentrer l'air dans l'intestin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'au bout d'un certain temps, l'air s'épuise. Parce qu'en réalité, par le bas, on ne peut faire sortir que 700 ml, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors lui, il arrivait à aspirer l'air et à le faire ressortir, ce qui était une particularité morphologique particulière, et il gagnait plus d'argent que Sarah Bernard à l'époque. C'était extraordinaire. Un métier d'avenir qui a été oublié. Si je vous ai bien écouté, ça veut dire que si on a cette capacité à contrôler son muscle, on peut faire des pecs totalement silencieux à la demande. Tout à fait. Il suffit juste de ne pas pousser trop fort et de relâcher, de se détendre doucement, et le P ne fera pas de bruit. Ou d'écarter tout simplement les fesses, non, avec Voilà, ça, tout à fait. Enfin, écarter les fesses, non, c'est plutôt sphincter interne. Jimmy. Ah bah je vous assure que ça marche, hein, quand on est dans les toilettes chez des amis et qu'on on se parle. Je vous assure, vous écartez délicatement les fesses et du coup... En somme, il ne faut pas pousser trop fort et serrer en même temps, parce que si vous serrez en poussant, c'est sûr, ça va faire un bruit d'enfer.